le sujet de la primaire démocrate dans le Michigan et le Missouri. C'était le 4 août. Ça a beaucoup fait parler. Donc, on aimerait avoir un peu une analyse de ce qui se passe aux États-Unis parce que ce sont finalement les plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Beaucoup d'évolutions, de surprises côté démocrate. Et j'aurais aimé que eh bien, nous puissions en parler ce matin et en tirer des conclusions, peut-être pas hâtives, mais en tout cas les conséquences sur la façon dont ces élections de mi-terme vont se dérouler. Oui, c'est vraiment chaque semaine apporte son lot d'éléments très intéressants dans ces élections de midterms qui vont être extrêmement importantes. Et donc là, on a des primaires à la fois côté républicain, mais aussi côté démocrate, qui apportent énormément d'enseignements sur l'évolution de la structure politique américaine, et notamment sur le soutien des lobbies pro-israéliens, et notamment l'AIPAC aux deux grands partis. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le 4 août? On avait deux primaires côté démocrate, l'une dans le Michigan et l'autre dans le Missouri. On a beaucoup plus parlé de celle du Michigan, mais il faut comparer les deux, parce que cette comparaison est riche d'enseignements. Dans le Michigan, c'est le candidat progressiste, donc Abdul El-Sayeb. Abdul El-Sayeb, c'est quelqu'un c'est un médecin célèbre épidémiologiste qui a 41 ans, très peu expérimenté en politique, et on pourrait le comparer à Mamdani. Et en face de lui, il avait Haile Stevens, donc pour le Sénat, la course au Sénat, parce que le siège de Peters était vacant. Et donc, Haile Stevens, elle représente plutôt le courant classique du Parti démocrate, centriste, et elle était pro-Israël. Donc, on avait une compétition très intéressante à suivre dans un État, le Michigan, qui est considéré comme un swing state. Je rappelle, un swing state, c'est un État au niveau des élections américaines très important parce que c'est un État qui n'est jamais totalement démocrate, totalement républicain, donc un État qui peut basculer. Et donc, ces swing states sont fondamentaux dans toutes les élections aux États-Unis. Donc, Mais alors justement, Sébastien, cet épidémiologiste, quelle était sa position sur le Covid? alors, honnêtement, je ne sais pas sa position. Je ne connais pas sa Ah, parce qu'à position. mon avis, c'est important. J'ai pas travaillé Si l'épidémiologiste. sur sa biographie à ce moment-là. J'ai plus travaillé sur son programme politique pour cette primaire. D'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, il avait face à lui une machine qu'on appelle les super PAC. Les super PAC, c'est le lobby AIPAC qui peut avoir une puissance de feu de soutien financier à un homme politique assez sidérante. En face de lui, il avait tout simplement la plus grande campagne de l'histoire du Parti démocrate. Et il a gagné. Il a gagné de 1%. L'écart est infime. 1% contre la candidate Alice Stevens. Donc, Alice Stevens, elle a quand même bénéficié d'un soutien financier de 60 millions de dollars. 60 millions de dollars. Alors, évidemment, Abdoul Essayeb, il a, dans sa campagne, pointé du doigt cette aide financière qui, selon lui, est une atteinte à la démocratie américaine. Et il n'a pas tort. Euh, 60 millions de dollars pour. On sait très bien que Haile Stevens, au Congrès, s'il avait été élu, elle aurait toujours voté en faveur des positions d'Israël, ce qui ne sera pas le cas avec Abdoul El-Sayeb. Donc c'est quelque chose qui, selon moi, ne serait pas arrivé dans les années précédentes. Il aurait perdu, comme Thomas Massie a perdu quand vous avez de tels montants en face de vous, une telle concentration financière contre vous. Donc c'est une victoire symbolique, selon moi. D'ailleurs, Trump ne s'est pas privé d'insulter Abdoul Essayeb au lendemain de son élection. Je ne dirai pas les termes utilisés par Trump, mais c'est toujours cette vulgarité qu'il n'hésite pas à utiliser. Donc, c'est très symbolique cette victoire parce que quand vous avez en face de vous une telle campagne financière de 60 millions de dollars, alors c'est là que c'est intéressant. Ces 60 millions de dollars, d'où ils viennent? Les journaux, à la fois du Michigan, mais aussi nationaux, ça fait de longs mois que cette campagne est très, très, très médiatisée.
et qu'elle est d'autant plus importante. 30 millions, donc c'est-à-dire la moitié, viennent directement du super PAC de l'AIPAC. Et l'autre moitié, et c'est là que c'est intéressant, viennent de structures qu'on pourrait dire de structures de financement en poupée russe, vous savez, où un PAC finance un autre PAC qui après est appuyé sur une association à but non lucratif. En fait, la stratégie financière du lobby pro-Israël, c'est d'avoir une grosse puissance financière pour influer sur les élections, mais en même temps que ça ne se voit pas trop. Donc c'est très, très, très sophistiqué, mais les journaux américains travaillent beaucoup sur cette sophistication. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées, et l'AIPAC essaie de se défendre, notamment sur les réseaux, sur X. Mais je crois que là, beaucoup d'électeurs ne sont pas dupes, et certains ont certainement aussi voté pour Abdoul Essayeb par rapport à ce financement qu'ils pourraient juger trop extrême, d'une certaine façon. Alors, là où c'est intéressant, c'est de comparer l'autre primaire du même jour, Oui. aussi dans le Parti démocrate. Les deux adversaires, cette fois, c'était Wesley Bell, donc plutôt candidat pro-Israël, et de l'autre côté, Cory Bush. Cory Bush, c'est quelqu'un d'emblématique aux États-Unis, un peu comme Bernie Sanders, on va dire de l'aile socialisante du Parti démocrate. Cory Bush avait déjà été ciblé en 2024 par l'AIPAC, elle était députée sortante en 2024, qui avait dépensé 10 millions de dollars contre elle. Et là, cette fois, ils ont dépensé, évidemment, contre Cory Bush, mais la victoire du candidat, donc soutenu par le lobby pro-Israël, elle est très importante. Il y a 27 points d'écart entre Wesley Bell et Cory Bush. Donc Cory Bush, clairement, elle a pris une raclée. Ça montre que vous pouvez avoir le même jour un résultat de primaire qui fasse gagner un candidat progressiste, c'est-à-dire Abdoul El-Sayeb, et aussi dans une autre primaire, dans un autre contexte, je dirais, étatique, c'est-à-dire celui du Missouri, où les institutions, le fonctionnement institutionnel du lobby est toujours très bien en place. Ça veut dire que c'est pas un raz-de-marée, il y a toujours une lutte, en fait, entre au sein du Parti démocrate, ce qui me fait dire que le Parti démocrate reste très fracturé entre l'aile plutôt conservatrice, centriste, Ouais. et l'aile progressiste. Et c'est ça qui a d'ailleurs fait perdre à plat de couture le Kamala Harris lors des dernières élections. Donc, tout à fait, tout à fait. On sent qu'il y a sur cet électorat vraiment une fracturation considérable qu'on retrouve en partie chez les républicains, mais en partie seulement entre les MAGA et les conservateurs. Exactement. On a une fracturation, et vous avez raison de dire, dans les deux partis, mais elle est vraiment très, très nette au sein du Parti démocrate. Et il faudra que le Parti démocrate arrive à gérer cette fracture pour l'avenir. C'est fondamental pour ce parti. En tout cas, l'élection d'Abdoul El-Sayeb montre, comme celle de Mamdani à New York l'avait démontré, que le courant progressiste a le vent en poupe. Ça, c'est sûr. Mais on le voit aussi, les médias se sont centrés surtout en Europe sur l'élection d'Abdoul El-Sayeb, mais dans le même temps, le même jour, la candidate progressiste Cory Bush a perdu très nettement contre son adversaire. Ça veut dire que le lobby pro-israélien est toujours très puissant, mais que cette puissance, avant, elle n'était pas mise en avant dans les médias, à la fois locaux et les médias du Michigan et aussi les médias nationaux. Or, aujourd'hui, il y a tout un tas d'enquêtes qui permettent aux électeurs aussi de juger, finalement, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir autant de millions dans une primaire démocrate ou républicaine. Je rappelle que c'est même pas l'élection l'élection républicain-démocrate. On est dans une primaire au sein des mêmes partis. Donc les sommes engagées, je rappelle 60 millions de dollars, donc dans le cas de l'élection contre Abdoul El-Sayeb, c'est colossal. Et donc c'est un échec, clairement, pour l'AIPAC. Oui, donc on ne peut pas en retirer vraiment des enseignements nationaux définitifs. On a l'impression que justement ces partis sont faibles, sont affaiblis aujourd'hui
démocrates et aussi républicains, justement du fait de ces divisions. Il n'y a pas un parti dont on va dire il est pro-Israël et IPAC, et l'autre totalement favorable à la cause palestinienne et hostile à Israël. C'est toujours plus compliqué que cela. Exactement, c'est complexe. Au sein des deux partis, il y a une lutte intestine sur ce débat America First. On sait, on en a déjà parlé sur cette chaîne, côté républicain, c'est les grands influenceurs comme Tucker Carlson, Candace Owens ou Dave Smith qui critiquent le Parti républicain pour avoir trahi les électeurs. Et en fait, pour être un parti, comme Tucker Carlson le dit, Tucker Carlson a quitté le Parti républicain en disant je ne vois pas pourquoi je ferais partie de ce parti qui, en fait, est aux mains d'un pays étranger. Et il pointe la souveraineté des États-Unis sur ce point-là. Donc, côté Sachant que démocrate, voilà, les républicains se sont réunis, semble-t-il, avec la volonté de Trump derrière Lindsey Graham, c'est-à-dire l'archétype des néoconservateurs. c'est ça. En fait, les néoconservateurs l'ont emporté, in fine, avec Donald Trump, puisque Lindsey Graham, c'est vraiment l'aile néoconservatrice, elle est très, très pro-israélienne. Et si Trump a gagné, c'est parce qu'il a su faire une sorte de coalition très importante, mais elle n'existe plus, elle a implosé aujourd'hui. Elle a implosé. Il y a encore une certaine fidélité d'un électorat MAGA pour Donald Trump, mais je dirais que cette fidélité, les semaines, les mois passant, elle se délite et Trump perd de plus en plus de soutien. Ces influenceurs sont quand même très influents aux États-Unis et leurs émissions qui répètent, ils sont nombreux en fait, ils sont nombreux et très influents et très écoutés. Et donc je pense que cette base MAGA, elle est fragile, elle est encore présente, elle est encore fidèle, mais le soutien à Donald Trump, c'est clair et n'est pas le même qu'au début de son mandat. Et on le verra, à mon avis, on le verra au moment des midterms. Mais alors, qu'est-ce que disent justement pour l'instant, alors même s'il faut s'en méfier de ces sondages, de ces fichus sondages, qu'est-ce que disent les sondages aux États-Unis à quelques mois maintenant de ces élections de mi-mandat, sachant que en général, ce sont des sondages qui globalement sont souvent favorables aux démocrates et que le résultat final, souvent, n'est pas à la hauteur des espérances des anti-Trump. Néanmoins, est-ce qu'il y a vraiment un écart considérable? Est-ce que ces élections sont déjà perdues pour Trump, selon vous? Non, non, non. Je dirais que c'est plus complexe. Il y a au cas par cas. Il ne faut pas oublier aussi que chaque État a des contextes qui sont différents. Moi, je pense qu'il n'a pas perdu, mais on peut estimer que les démocrates pardon, sont favoris de ces élections. Parce que la guerre en Iran est vraiment la cause centrale. La guerre en Iran, beaucoup d'Américains ne soutiennent pas la guerre en Iran. Les Américains voient bien que Donald Trump est empêtré dans cette situation. Ils voient aussi les conséquences au quotidien avec l'inflation, avec le prix du gallon. Et je crois que ça va, dans les urnes, ça va se payer. D'ailleurs, les Américains ont toujours fait payer au midterms les erreurs stratégiques des présidents américains. Donc, je serais étonné que Trump gagne les élections, les midterms, je serais étonné. Maintenant, ce qu'on peut considérer, regardez l'exemple de Sadoul El-Sayed, pardon. Il a gagné la primaire, mais l'élection contre son adversaire républicain, elle va être très compliquée parce que le lobby pro-israélien va à nouveau financer très fortement son adversaire. Et c'est là que ça va être intéressant. OK, il a gagné la primaire démocrate, mais va-t-il pouvoir gagner? Et là, ce serait très symbolique d'avoir Abdoulaye Sayeb au Sénat. Va-t-il gagner contre son adversaire républicain? Ça, c'est une autre affaire. Parce que peut-être que des électeurs vont considérer que Abdoulaye Sayeb est trop à gauche.
Comme, En général, c'est le problème avec les démocrates, c'est-à-dire qu'ils ont cette aile gauche qui leur est qui en général peut l'emporter sur des primaires, mais par contre, c'est souvent une défaite retentissante au moment de l'élection. c'est ça. Et c'est la même chose côté républicain. Trump a soutenu des candidats loyaux, mais souvent ultra-conservateurs, qui ont moins de chances de gagner contre un démocrate plutôt centriste. Oui, oui. Donc, on favorise un candidat parce qu'il est loyal et pas critique de Donald Trump, mais du coup, dans l'élection, il a moins de chances de gagner, notamment au Texas, par exemple. Donc voilà, chaque État va avoir, ce sera très intéressant à suivre. Aux États-Unis, c'est très suivi, hein, ces batailles pour les primaires, pour les midterms. C'est quelque chose qui, selon moi, est très, très important parce que ça marque des évolutions récentes de la politique américaine et beaucoup, beaucoup de journaux analysent. C'est très intéressant à suivre, en tout cas. Alors, quelle va être en effet l'incidence de la guerre d'Iran, sachant que nous, nos médias aux ordres, nos médias larbins, ont eu consigne, on le voit, de ne plus en parler. On ne parle plus aujourd'hui en France de cette guerre en Iran. C'est venu du jour au lendemain. On a cessé de faire de l'actualité sur le sujet. Donc, même si on peut évidemment savoir ce qui se passe en allant chercher un petit peu, mais il y a une volonté, semble-t-il, là, d'en finir. Les bellicistes ont perdu la bataille de cette guerre. Je veux dire par là que je pense qu'il n'y aura plus d'offensive américaine. Je peux me tromper. Oui, on avait dit, souvenez-vous, sur cette chaîne, que les bombardements américains seraient des escarmouches et les menaces de Trump répétées, qui n'ont plus. On donne plus de crédit à ce qu'il dit, en fait, Donald Trump. Et je pense que c'est le cas aussi de plus en plus aux États-Unis où les Américains se lassent de Donald Trump. Et je crois qu'on on va rester dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui va durer encore de nombreux mois. Le dossier est suffisamment important et suffisamment dans une transition de la géopolitique du Moyen-Orient pour ne pas se décider d'un coup très rapide. D'ailleurs, si j'étais à la place des Iraniens, je me méfierais énormément des négociations avec les Américains, puisque à deux reprises, c'est au moment de négociations que les Américains et les Israéliens sont intervenus militairement. Donc, je resterai très, très prudent. Et cette prudence, du coup, elle allonge le temps de négociation et le temps d'évolution des problèmes dans cette région. Mais oui, je suis d'accord, en tout cas, dans la presse française, c'est assez navrant, en fait. C'est assez navrant parce qu'on a un manque d'analyse, on a un manque de. C'est surtout les dossiers géopolitiques, d'ailleurs, on a l'impression que les médias, il y a une forme d'autisme des médias en France. Et ça se retrouve aussi dans la population française qui, je trouve, qui mériterait des médias qui soient davantage à la hauteur. Quand on analyse avec du recul comment c'est traité, heureusement qu'aujourd'hui, je dirais, on a des médias sur Internet parce que ces médias sont vraiment aujourd'hui très importants pour que les C'est citoyens. la seule façon. C'est la seule façon de lutter contre une forme de dictature qui est en train de se mettre en place dans notre pays. La dictature, elle est que, eh bien, on est comme dans tous les pays de dictature, je dirais, dans les médias officiels aujourd'hui. Tout le monde dit la même chose. Dès que vous avez quelqu'un qui est dissonant, comme Xenia Fedorova sur la question ukrainienne, elle est expulsée. On est dans une logique de dictature médiatique. La dictature de l'extrême centre, la dictature macronienne. Et ce qui, pour le moment, est le seul élément qui fait encore pendant, mais pendant combien de temps on peut se demander si cette dictature ne va pas encore prendre plus d'ampleur, eh bien, ce sont les médias, en effet, indépendants, alternatifs, qui sont la seule liberté d'expression qui reste dans ce pays. Il n'y a plus de liberté d'expression aujourd'hui dans les médias officiels. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat démocratique comme osent le dire les prétendants à l'élection présidentielle. Il n'y a plus aucun débat démocratique sur les plateaux de la télévision française. C'est fini. Oui, je suis d'accord. De toute façon, les médias journaux. Les mesures prises, le cas de Jacques Beau était juste incroyable. Enfin, je veux dire, vous
ce qu'ils ont fait à Jacques Beau, enfin, c'est vraiment honteux. Hein, c'est vraiment honteux. Mhm. Donc, voilà. Donc, c'est aussi le rôle de ces médias sur Internet de lutter contre cette évolution qui est celle de la France actuellement. Et ce sera un enjeu des futures élections. La liberté d'expression, la liberté de débat, qui est mise à mal. C'est ça, c'est certain. Tout à fait, Sébastien. Très bien. Allez, on change complètement de sujet. Vous voulez nous parler aussi ce matin, Sébastien, du sujet des évolutions technologiques de la Chine, qui est un pays qui se développe à toute vitesse et qui est en train de devenir eh bien, la première puissance mondiale. Oui, on en a déjà parlé au cours d'interventions précédentes, mais il faut vraiment suivre la politique économique et stratégique chinoise, parce que la compétition entre les États-Unis et la Chine est au centre de la géopolitique mondiale. D'ailleurs, c'est cette compétition qui aussi euh, a joué sur la guerre en Iran. C'était aussi une guerre, une façon de faire la guerre à la Chine, l'intervention en Iran. Et je crois que la compétition technologique reflète une accélération de ce que j'appelle l'autonomisation de la stratégie chinoise à long terme. C'est-à-dire les Chinois, ils ont un plan, ils ont des plans quinquennaux, ils ont une stratégie à long terme. Et cette stratégie, c'est de surtout pas être dépendant des États-Unis sur n'importe quel dossier. Et donc, surtout pas sur celui des semi-conducteurs. Et donc, les semi-conducteurs, par rapport à l'IA, c'est essentiel. Je rappelle, les semi-conducteurs, c'est un marché de 700 milliards de dollars. Et donc, les Chinois, comme je dirais, mettent le paquet sur l'investissement pour justement avoir un rattrapage technologique vis-à-vis des semi-conducteurs. Et fin juillet, une société chinoise de Shanghai a fait une annonce de rattrapage technologique qui est très importante. Jusqu'à présent, il n'y avait que le leader européen néerlandais ASML qui maîtrisait une technologie de pointe. C'est la stratégie de lithographie par immersion en ultraviolet profond, bon, c'est un terme technique. Et cette société chinoise a annoncé qu'il maîtrisait cette technologie. Et donc, évidemment, ça a eu de l'impact. Au lendemain de cette annonce, les indices de Séoul ont chuté de 16%. C'est une annonce de plus qui montre que dans le secteur de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, les Chinois, grâce à une politique massive d'investissement, deviennent autonomes. Et je crois que cette autonomie, elle est aussi la conséquence de la politique des sanctions américaines. Les sanctions américaines, à la base, c'est pour retarder le rattrapage chinois. Sauf que c'est l'effet inverse, puisque les Chinois se disent, OK, ils veulent nous sanctionner, donc nous, ben, on va être autonomes, comme ça, ils pourront moins nous sanctionner. Et donc, c'est un effet accélérateur, cette politique de sanctions. Ça ne marche pas avec la Chine, si vous voulez. Et je crois qu'en plus, la politique de sanctions américaine justifie aussi l'arme pour la Chine des terres rares, puisqu'ils peuvent dire ah bah vous nous sanctionnez, donc nous on va utiliser les terres rares. Récemment, les Chinois ont mis sur une liste noire des sociétés américaines travaillant dans les terres rares, et à l'annonce de cette mise sur liste noire, la première société américaine travaillant sur les terres rares a plongé de 24% en bourse. Donc vous voyez, les Chinois aussi peuvent avoir un impact très fort sur l'économie américaine. Et on voit bien que les Américains essayent de contourner le problème. Cette semaine, le Pentagone a annoncé investir 400 millions de dollars dans une mine de scandium pour construire une mine en Australie. Le scandium, c'est essentiel dans l'industrie de la défense et dans tout ce qui est radar. Et donc, je rappelle que les Chinois maîtrisent plus de 80% du raffinage des terres rares. Et donc, les sanctions américaines justifient en fait un rattrapage technologique accéléré, souhaité par le nouveau plan quinquennal chinois, qui va de 2026 à 2030. Et chaque mois, on a des annonces d'entreprises chinoises, Huawei, voilà, je ne connais pas toutes, hein, mais en tout cas, la Chine
connaît une accélération de son innovation technologique majeure. Et j'irai même plus loin parce que ce rattrapage, il ne s'opère pas seulement dans les semi-conducteurs, il s'opère également au niveau spatial, il s'opère également sur le secteur clé des batteries électriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier producteur mondial de batteries, une société chinoise, a annoncé une innovation disruptive sur la technologie utilisée. Auparavant, c'était des batteries lithium. C'est-à-dire que, par exemple, Tesla va acheter des batteries à ce numéro 1 mondial chinois. Sauf que la Chine ne maîtrise pas totalement l'approvisionnement en lithium, donc ils se sont dit, mais depuis déjà longtemps, ils voient loin, on va trouver une nouvelle technologie qui nous permette de dominer tout le monde, en fait. Et là, c'est ce qu'on appelle la batterie au sodium. Et donc, le numéro 1 mondial a sorti un modèle de marque Naxtra. Et le but, évidemment, chinois, c'est de faire de cette batterie ce qu'on appelle en anglais un game changer, c'est-à-dire qu'elle soit supérieure aux batteries lithium. D'ailleurs, elles sont supérieures, selon moi, déjà parce qu'elles résistent mieux au froid, elles se rechargent plus vite. Voilà, c'est un nouveau dossier, mais on voit que les Chinois, c'est impressionnant de voir ces nations d'ingénieurs. Hein, ils sont capables de sortir des mathématiciens, des ingénieurs à un rythme très effréné et très impressionnant. Et donc, je trouve que le rattrapage technologique chinois est très impressionnant et très rapide. Et du coup, ce rattrapage a des conséquences, effectivement, sur la compétition entre les deux pays. Regardez, sur les terres rares, encore une fois. Aujourd'hui, on est dans une forme de tension, mais c'est plus quelque chose qui est encore du relève de la négociation. C'est ce qu'on appelle la trêve de Busan. La trêve de Busan, ça va jusqu'en novembre. C'est-à-dire qu'en novembre, cette trêve prend fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'après, on aura la fin des négociations ou on aura un chantage plus important sur les chaînes d'approvisionnement? Mais cette trêve de Busan expire en novembre. Donc, en tout cas, les Chinois mettent de plus en plus d'atouts dans leur jeu, et également au niveau monétaire. J'ai vu récemment que le Brésil paye de plus en plus en yuan. Le Brésil émet des obligations aussi en lien avec la Chine. C'est lent, mais c'est structurel. C'est structurel. La Chine se renforce de tout point de vue, technologiquement, monétairement, et profite, selon moi, des erreurs terribles de Donald Trump pour accélérer le rattrapage. C'est-à-dire que les erreurs, notamment en Iran, des États-Unis, accélèrent le rattrapage de la Chine. Oui, ben voilà, donc ce rattrapage chinois fait qu'on est même à la limite de basculement. Hein. C'est un processus long. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont. Voilà, c'est un processus long, mais c'est un processus qui s'inscrit dans la reconfiguration géopolitique du monde, un nouvel ordre post-occidental. Et c'est très clair aujourd'hui, la Chine dispose de cartes qui en font un adversaire très, très, très important de l'hégémonie américaine. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine est très clairement toujours très importante, mais structurellement, elle recule. Et ce recul s'accélère du fait d'erreurs d'appréciation, d'erreurs politiques, d'erreurs stratégiques, qui ont d'ailleurs été mis en évidence aux États-Unis, mais des hommes comme Donald Trump ne savent pas écouter des conseillers et se précipitent dans ce qu'on leur a présenté comme étant une victoire rapide, sans tenir compte de la résilience iranienne et sans tenir compte des rapports de la CIA notamment. Mais est-ce que cette évolution, elle est aussi sur le plan militaire? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'armée chinoise est en passe de rattraper l'armée américaine, le Pentagone? Oui, alors le montant consacré à la défense est loin d'être celui des États-Unis, hein, puisque dans le dernier NDAA qui a été voté récemment, on a dépassé les 1 000 milliards de dollars. Le coût n'est pas le même non plus, hein?
Oui, 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 c'est vrai. Ça Mais coûte horriblement cher, hein, le matériel américain. ça coûte très cher. Et puis, je rappelle que les États-Unis ont 700 bases disséminées dans le monde entier. En plus. En plus, euh, en tout cas, les Chinois euh, développent au niveau économique, ils le développent au niveau militaire. Les deux sont liés. C'est un complexe aussi, hein, comme d'ailleurs comme aux États-Unis. Leur marine est de plus en plus forte, leurs drones sont de plus en plus forts. Dans tous les domaines militaires, étant donné qu'il y a une sorte d'élan innovant et qu'ils savent effectivement, ils vont pas intervenir dans le monde entier, ils gardent leur force pour développer effectivement au niveau militaire également. Bon, ils ont des avions de chasse de dernière génération qui sont assez remarquables. Non, non. Et d'ailleurs, les Chinois ne se sont jamais cachés. Dès 79, je le rappelle dans mon livre, le choix avait été fait par Deng Xiaoping de mettre l'accent sur la croissance des richesses consacrées à l'effort militaire. Et dès 79, c'était dans le livre blanc du Parti communiste un sujet très important. Sur le plan des barrières douanières, c'est un échec aussi de la politique de Trump qui a déjà dû, l'administration américaine, rembourser jusqu'à 100 milliards déjà ont été remboursés sur les droits de douane. Alors il paraît qu'il ne faut pas le dire au bonhomme orange parce que ça le met dans des terribles colères, mais c'est un fait. Il rembourse aujourd'hui. Alors, il rembourse, c'est les garde-fous aussi aux États-Unis avec la Cour suprême. Mais Oui. le gros problème des droits de douane, c'est l'inflation que ça a créé. L'inflation aux États-Unis, très importante, c'est aussi lié à ça. Et je crois que ces droits de douane ont aussi poussé certains pays, notamment je prends l'exemple du Brésil, à s'adapter. À s'adapter. Si Oui. votre partenaire vous met des bâtons dans les roues, bah, en fait, vous allez voir un partenaire qui sera un peu plus coopérant avec vous. Hein. On voit d'ailleurs les relations économiques entre le Canada et les États-Unis qui sont, enfin, c'est les relations entre les deux pays à cause de Donald Trump en partie, hein, sont dans un état, c'est terrible. Hein. Donc ça a des conséquences bilatérales, mais ces conséquences bilatérales ont des conséquences aussi au niveau général pour les États-Unis. Et des conséquences financières lourdes. Parce que, faut le dire, Trump a eu des velléités au tout début de son second mandat, avec entre autres Elon Musk, de réduire drastiquement le déficit américain. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est reparti à la hausse. Ceux qui nous disaient, ah de toute façon, Trump, l'Amérique a changé, elle va être obligée de se rétracter sur son précaré parce qu'il y a cette dette, parce qu'il y a ces déficits qui filent. Erreur, encore une fois, j'ai envie de dire, de certains même de nos amis sur ce sujet. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, il laisse filer allègrement le déficit, comme ses prédécesseurs, peut-être plus encore, Trump. Oui, et ce qu'on peut noter aussi sur Donald Trump, c'est qu'il avait fait campagne en 2016 et aussi lors de son second mandat en tapant sur l'État profond. C'est vraiment au moment de la première élection de Donald Trump qu'on avait commencé à parler beaucoup du deep state aux Mmh. États-Unis. Mais en fait, si on analyse bien le sujet, ça a été assez malin de Donald Trump. Il a utilisé cette rhétorique de l'État profond pour créer je dirais son propre État profond. Il a viré tout le monde à Washington, mais c'est pour installer ces hommes. Mais en fait, en réalité, il a pas du tout attaqué l'État profond. Euh, les, les, le complexe militaire industriel, les sociétés pétrolières, elles se portent très très bien. Et puis on a bien vu que la CIA était encore extrêmement puissante. Je crois qu'il y a beaucoup de mots chez Donald Trump, mais dans les faits, les seules décisions qui sont vraiment concrètes, pour le coup, c'est toujours des décisions au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en faveur d'Israël. Ça, c'est très concret. Le transfert de l'ambassade, la reconnaissance du Golan comme faisant partie d'Israël, l'annulation du DCPOA, l'accord sur le nucléaire, tout ça en faveur d'Israël, la guerre en Iran, ça, c'est du concret. Ça, c'est pas des mots, hein, c'est du concret. Le reste, c'est beaucoup de vent, Donald Trump, si on regarde bien. C'est beaucoup de vent. En Ukraine aussi.
En Ukraine aussi, parce que Donald Trump, en fait, il est, pour moi, c'est plus une marionnette. Hein. C'est plus une marionnette. Je vois pas les choses changer en Ukraine sous le mandat de Donald Trump. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc finalement, je vais arrêter le combat, la guerre en 24 heures, c'est du vent. Mais c'est tout le temps du vent, Donald Trump. C'est tout le temps du vent. On peut pas, il n'est pas sérieux. Il est en géostratégie, il n'est pas sérieux. On peut pas l'écouter et se dire, ok, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, ça a du sens ou pas? Le lendemain, il peut dire l'inverse. Il n'est pas sérieux. Cet homme n'est pas sérieux. Il n'aurait pas dû devenir président des États-Unis. C'est une accélération du déclin des États-Unis, Donald Trump. Voilà, c'est mon sentiment. C'est deux calamités qui se sont suivies l'un l'autre. Hein. Le sénile Biden, de Sleepy Joe, et puis le taco, l'horrible bonhomme orange pour la suite. Et l'un comme l'autre ont précipité la chute de l'Amérique. Voilà, vous savez, des fois, on a un enchaînement de présidences qui est pas très positif pour un pays. Je pense aussi à la France où l'enchaînement Sarkozy, Hollande, Macron. Bon,